Bon début de semaine à toutes et à tous et merci de votre fidélité au journal de l'économie. Nous démarrons ce numéro avec le sommaire. Légère hausse de la croissance économique en Tunisie. Le Fonds monétaire international table sur un taux de 2,8% en 2018. Les exportations de bois transformés rapportent gros à l'État mozambicain. Elles ont généré 84,5 millions de dollars en 2017. Enfin, Djibouti a décroché un prêt de 15 millions de dollars de la part de la Banque mondiale au profit des femmes et des jeunes. D'ici à 2019, la Tunisie devrait voir sa croissance économique progresser très légèrement. Selon un rapport du Fonds monétaire international FMI, cette croissance devrait passer de 2,8% en 2018 à 2,9% en 2019. La Tunisie pourrait enregistrer une croissance économique à 2,8% en 2018. C'est ce qu'indique un rapport du Fonds monétaire international. La croissance annoncée devrait connaître une légère hausse en 2019 pour atteindre 2,9%. Cette légère amélioration devrait se traduire par une amélioration dans le secteur de l'emploi à travers une légère baisse du taux de chômage à 14,8% en 2019 contre 15% en 2018. Cependant, la dette publique devrait connaître une nette hausse jusqu'en 2019. La plus grande part de cette dette devrait être celle extérieure qui devrait passer à 85,5% du produit intérieur brut en 2019 contre 83,7% cette année. Quant à l'inflation, elle devrait également s'affaiblir pour atteindre 5,9% en 2019 contre 6,5% en 2018. Rappelons que l'économie tunisienne est sujette depuis plusieurs années à une crise caractérisée par une inflation galopante et un taux de chômage élevé. Au mois de mai 2018, l'agence de notation financière Fitch Ratings avait dégradé la perspective de la note souveraine du pays de stable à négative en raison notamment des pressions sur les finances extérieures et la faible dynamique des réformes économiques initiées par le gouvernement. La Banque africaine de développement s'est offert une prise de participation à hauteur de 15 millions de dollars dans le Fonds pour la sécurité alimentaire en Afrique. Ce fonds, qui vise une taille de 100 millions de dollars, envisage d'investir dans les petites et moyennes entreprises PME à haut potentiel de croissance opérant dans les chaînes de valeur agricoles et alimentaires à travers l'Afrique subsaharienne. Les pays ciblés sont entre autres le Sénégal, le Mali, le Rwanda, l'Afrique du Sud, le Ghana et Maurice. Pour chaque million investi, le Fonds pour la sécurité alimentaire en Afrique devrait créer 20 emplois directs au profit de plus de 14 000 petits agriculteurs, les femmes comptant pour près de 40% des emplois générés. En 2017, la vente de bois à l'international a permis de générer environ 84,5 millions de dollars au Mozambique. Selon le patron de la Direction nationale des forêts du ministère mozambicain de l'Agriculture, ce bon résultat est lié à la politique de promotion des produits forestiers transformés initiée par le gouvernement. En effet, ce dernier avait interdit en janvier 2017 les exportations de bois, ce qui a entraîné une redynamisation de l'activité de transformation et donc généré de nouveaux emplois. En dehors de cette restriction, le pays applique depuis quelques années maintenant une réduction de 25% sur les redevances par mètre cube de bois coupé si celui-ci est transformé sur place avant l'exportation. En croire certaines sources, le Mozambique possède près de 119 essences forestières commerciales. Et puis Djibouti a obtenu un prêt de 15 millions de dollars en faveur de la part, bien sûr, de la Banque mondiale. Ce tapis financier est destiné à contribuer à la mise en œuvre du projet d'appui à l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes. Voici le reportage signé Clé Stéphane Sacramento.
Avec le prêt de 15 millions de dollars que la Banque mondiale a accordé à Djibouti, le projet d'appui à l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes peut décoller. Au total, plus de 2300 petites et moyennes entreprises pourront accéder à des services de développement destinés à contribuer à la mise en œuvre du projet d'appui à l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes. Ce prêt permettra également de financer des programmes qui visent à encourager environ 6 000 femmes et jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Ceci en leur offrant un accompagnement et des formations pour créer une petite et moyenne entreprise ou y travailler, ainsi qu'à proposer des concours de business plan et des subventions ciblées. À tout cela, il faut ajouter les mesures de soutien pour rapprocher les entrepreneurs des marchés. Le projet fournira aussi des conseils techniques pour créer des liens avec les chaînes d'approvisionnement et pour développer les exportations. De quoi peut-être booster l'économie djiboutienne qui, selon la Banque mondiale, doit impérativement trouver de nouveaux secteurs de croissance et se diversifier afin de maintenir son taux de croissance et créer des emplois. Direction maintenant l'Éthiopie. L'Éthiopie qui a opté pour le partenariat public-privé afin de tendre vers la libéralisation économique. Nous en parlons dans un court instant avec notre chroniqueur Casimir Bédian. Bonjour Casimir et bienvenue sur le journal de l'économie. Bonjour Inès. Alors tout d'abord, nous allons définir ce qu'on entend par libéralisation d'une économie. Merci Inès. Il faut dire que la libéralisation d'une économie n'est ni plus ni moins l'ouverture du capital à d'autres opérateurs économiques, notamment aux investisseurs. Dans le cas précis de l'Éthiopie, il faut dire que l'État majoritaire au niveau de certaines entreprises a décidé donc de faire ouverture sur le marché national et international à travers l'ouverture du capital, comme je le disais tantôt. Et aujourd'hui, certaines grandes entreprises au niveau de l'Éthiopie seront donc cédées au privé à des fins beaucoup plus rentables pour l'État, mais aussi pour permettre donc à l'économie du pays de mieux se porter. Et donc l'Éthiopie, depuis une semaine environ, a décidé de passer à un monopole général de l'État sur certaines entreprises pour passer à un partenariat public-privé où on assistera forcément à l'implication désormais du secteur privé dans l'actualité économique de certaines entreprises. Et quels sont les secteurs qui sont visés par cette réforme ? Alors, au total, 2 grands secteurs sont visés au niveau du pays. Il s'agit du transport et des télécommunications. Au niveau des transports, il faut déjà préciser que la plus grande compagnie au niveau du continent africain, notamment Ethiopian Airlines, sera privatisée, si j'ose parler ainsi, même si l'État central reste actionnaire majoritaire au niveau de cette compagnie-là. On annonce également la compagnie maritime au niveau du pays qui serait cédée à des privés à un taux de cession qui restera toujours dans le giron de l'État central. Au-delà de ces 2 secteurs, on annonce également les rails au niveau de l'Éthiopie qui verront l'implication désormais du secteur privé, mais ceci à plus de 100% de la part de l'État. Donc l'État va céder la totalité de ses actions au niveau des rails, mais ceci va rester un peu plus lent que les 2 autres compagnies. Et au-delà de ces 3 sociétés, on annonce aussi au niveau de l'électricité, notamment la société d'énergie au niveau de l'Éthiopie qui serait également dans l'œil des autorités visant à véritablement propulser une certaine dynamique avec le secteur privé. Cela fait seulement, Casimir Bédian, quelques jours que la nouvelle est annoncée. Déjà, les partenaires se bousculent en Éthiopie. Quels seraient les impacts de cette réforme-là sur l'économie du pays? C'est vrai, Inès, il faut dire que le grand sud-africain, en termes de GSM, MTN, est en train de faire la cour à la grande société éthiopienne de
télécommunications. Il y a aussi le grand groupe britannique Vodafone qui aussi serait intéressé donc par cette annonce faite par le Premier ministre éthiopien le mardi 5 juin dernier. Et donc, quel serait donc l'impact sur l'économie? C'est déjà que l'Éthiopie désormais va s'ouvrir au monde, va s'ouvrir au marché africain, va s'ouvrir également au marché local pour mieux donc dynamiser ces différents secteurs-là. Car aujourd'hui, selon donc les experts, selon donc les universitaires, il y a beaucoup donc de mal-donne au niveau de la gestion des entreprises publiques. On cite entre autres la mauvaise gestion, la corruption, mais aussi le manque donc de dynamisme, le manque d'ambition qui aujourd'hui freine l'élan au niveau de ces entreprises. Et donc forcément, lorsque le secteur privé, notamment les investisseurs étrangers donc vont poser leurs valises dans ces sociétés-là, c'est pour y apporter du capital, non seulement financier, mais aussi renforcer le capital humain pour pouvoir mieux rentabiliser au niveau donc de l'Éthiopie. Il faut déjà préciser que l'Éthiopie est le deuxième pays en Afrique en termes de population, juste après le Nigeria, qui aujourd'hui tourne autour de 200 millions d'habitants. L'Éthiopie serait en train donc de tutoyer les 150 millions d'habitants. Et donc ces trois donc entreprises aujourd'hui représentent un poids énorme au niveau de l'économie du pays. Et donc il va falloir investir, donner du sang nouveau afin que véritablement le pays puisse profiter de ces deux secteurs, à savoir le transport et les télécommunications. Concrètement, qu'est-ce qui va changer dans la vie des Éthiopiens? Alors déjà, les nouveaux investisseurs vont apporter donc la modernité, vont apporter donc un sang nouveau au niveau donc de ces infrastructures en investissant beaucoup pour donc accroître les revenus au niveau de ces entreprises-là. L'autre chose qu'il faut préciser justement au niveau de cette privatisation, c'est que avec la présence du secteur privé, beaucoup plus, le secteur aura plus de facilité à trouver des investisseurs, à trouver des banques qui puissent l'accompagner en termes donc de prêts pour véritablement dynamiser. Au-delà de ça, l'Éthiopie elle-même annonce donc la réduction du taux de chômage au niveau de la jeunesse, et donc tout ceci permettra à l'Éthiopie de faire face véritablement à la question donc de l'emploi, à l'employabilité donc de sa jeunesse sur le marché donc moderne africain qui de plus en plus prend de l'ampleur. Alors, quand nous faisons une projection d'ici à 2025-2030, comment est-ce que vous voyez l'économie éthiopienne, Kazmi Pedior? Alors, à en croire le Premier ministre, la réforme serait progressive, certes, mais déjà, il faut déjà annoncer que l'Éthiopie, aujourd'hui, c'est un pays qui draine beaucoup d'investisseurs, surtout de l'autre côté du Moyen-Orient, avec des pays arabes qui s'intéressent de plus en plus à l'économie de ce pays. Et donc, dans les 10, 20, 30 prochaines années, en tout cas à l'horizon 2030, l'Éthiopie va présenter donc un aspect d'un pays moderne, un aspect d'un pays qui donc accroît ses revenus grâce donc à l'investissement privé, et donc quittera donc cette économie un peu socialiste pour aller vers une économie capitaliste beaucoup plus drainée vers les secteurs privés et notamment les nouveaux investisseurs installés ça et là dans le monde. Finalement, la libéralisation économique, c'est une bonne chose pour le pays. C'est une bonne chose, mais il y a un risque qu'il ne faut donc pas prendre, c'est que l'État doit gagner un œil vigilant sur ces entreprises, car aujourd'hui le transport, la télécommunication et l'énergie restent et demeurent le secteur par lequel l'État doit pouvoir contrôler les entrées, les mouvements au niveau des opérateurs économiques. Donc ne pas complètement libérer ce secteur permettra à l'Éthiopie de mieux se porter. Merci beaucoup Kazmi Pedior, merci donc d'être venu nous parler de la libéralisation économique en Éthiopie. On se donne rendez-vous mercredi. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro du Journal de l'économie. Merci de nous avoir reçus chez vous et à mercredi prochain dans un nouveau numéro.